Bonjour. Peux-tu me parler de la muraille de Chine en 2 lignes, s'il te plaît? Bien sûr, la Grande Muraille de Chine est une structure ancienne de défense construite pour protéger les frontières chinoises des invasions. Elle s'étend sur environ 21 000 km à travers le nord de la Chine. Merci. En un texte plus court, La Grande Muraille de Chine, érigée pour la défense, s'étend sur 21 000 km dans le nord de la Chine. merci. En un texte encore plus court, La Grande Muraille de Chine, 21 000 km, défense au nord. merci. Encore plus court, Muraille chinoise, défense, 21 000 km. merci. Encore plus court, Muraille chinoise, défense. encore plus court, Muraille, défense. merci. Encore, Muraille, protège. encore, Muraille, sécurité. merci, c'est plus long, je crois. Encore plus court, Muraille, sécurité. plus court, Muraille, ça suffirait. Muraille, pour décrire ce qu'est la muraille de Chine. oui, muraille, résume brièvement la Grande Muraille de Chine. D'accord. C'est vrai que si je vais en Chine et que je demande la muraille, on va sans doute m'envoyer vers la grande muraille de Chine. Exactement. Demander simplement la muraille en Chine devrait généralement vous conduire à la Grande Muraille de Chine, compte tenu de sa nature emblématique et de sa renommée. Merci. Est-ce que je peux demander la muraille ailleurs? En dehors de la Chine, demander la muraille pourrait susciter des réponses variées en fonction du contexte. Cependant, la Grande Muraille de Chine est souvent associée à cette expression en raison de sa renommée mondiale. Est-ce que je peux demander la muraille à Paris? À Paris, demander la muraille ne conduira probablement pas à la Grande Muraille de Chine. Si vous voulez évoquer spécifiquement la Grande Muraille de Chine, il serait préférable de l'appeler par son nom pour éviter toute confusion. Oui. Les choses ont un nom. La plupart du temps, elles en ont. Connais-tu une chose qui soit sans nom? Dans la plupart des cas, chaque chose a un nom ou une manière d'être identifiée. Cependant, il peut y avoir des concepts abstraits ou des idées qui ne sont pas toujours associées à un nom spécifique. Mais est-ce que tu connais une chose qui soit une chose et qui n'ait pas de nom? Il est difficile de citer des exemples concrets, car la plupart des choses ont tendance à être définies ou identifiées par un nom. Cependant, certaines formes d'existence abstraites ou des concepts peuvent ne pas avoir de nom spécifique dans certains contextes. Même toi, tu as un nom. En effet, je suis appelé ChatGPT, mais contrairement à des objets concrets, je suis une création linguistique sans forme physique. Mon nom me sert à me distinguer dans le contexte de la communication. Oui. Un nom sert à distinguer. Exactement. Les noms jouent un rôle essentiel pour identifier et distinguer des personnes, des objets, des lieux ou des concepts. Ils facilitent la communication et la compréhension. Oui, c'est pratique. Les noms sont en effet des outils pratiques pour la communication et la navigation dans le monde qui nous entoure. Si vous avez d'autres questions ou sujets à discuter, n'hésitez pas. Au revoir aujourd'hui. Au revoir, n'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions à l'avenir. Passez une excellente journée. Dans ce cas, passez une agréable soirée et à bientôt. Bonjour. Tu auras pour tout une réponse. Bien sûr, posez-moi votre question et je ferai de mon mieux pour vous fournir une réponse. Mais pour toute question, tu as une réponse. Je peux essayer de répondre à un large éventail de questions. Certaines questions peuvent dépasser mes capacités. Essayez-moi. Invente une question. Invente une question
à propos du hasard. Oui, je peux poser des questions pour mieux comprendre vos besoins ou approfondir un sujet. Que puis-je vous demander? Je Quelle t'ai est la dit de vouloir... probabilité qu'une feuille spécifique tombe d'un arbre exactement à midi, considérant tous les facteurs imprévisibles du hasard? Oui, c'est une belle question. Est-ce que tu saurais répondre à ta question? La question que j'ai posée est délibérément complexe et il serait difficile de déterminer la probabilité exacte en raison de la multitude de variables imprévisibles impliquées. C'est un exemple illustratif des défis liés à la prédiction dans des situations fortement influencées par le hasard. Peux-tu poser une question à propos de la muraille de Chine, posée par quelqu'un qui aurait la phobie des constructions humaines? Et tu peux inventer une raison à pourquoi cette personne aurait la phobie des constructions humaines. Question d'une personne ayant la phobie des constructions humaines, comment la Grande Muraille de Chine a-t-elle influencé le paysage naturel environnant? Et existe-t-il des moyens de minimiser son impact visuel pour quelqu'un comme moi qui a une phobie des constructions humaines? La phobie pourrait résulter d'une expérience traumatisante liée à des structures imposantes. Oui. Quelle expérience traumatisante, par exemple? Peut-être que cette personne a vécu une expérience où elle s'est sentie enfermée ou piégée dans une structure humaine massive, comme un labyrinthe ou un bâtiment imposant, créant ainsi une association négative avec les constructions humaines. Oui, peut-être que la personne a vécu une sorte de traumatisme comme ça. Les phobies peuvent être influencées par des expériences personnelles complexes. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations sur un sujet différent, n'hésitez pas à demander. Est-ce que la personne pourrait à la fois avoir la phobie des constructions humaines et de la Lune? Il paraît qu'on voit la muraille de Chine depuis la Lune. Moi, la Lune, je la vois depuis ma lucarne. Il paraît qu'on voit la muraille de Chine depuis la Lune, mais je ne suis pas sûre qu'on voit ma lucarne depuis la Lune. Il est peu probable qu'une personne ait simultanément la phobie des constructions humaines et de la Lune, car ces peurs sont généralement basées sur des mécanismes différents. La phobie de la Lune est appelée sélénophobie et peut être associée à des croyances ou des expériences irrationnelles. Cependant, chacun réagit différemment aux phobies et des cas inhabituels peuvent survenir. Et par exemple, est-ce que tu peux imaginer un scénario précis? Une expérience traumatisante qui donnerait lieu à une phobie lunaire? La personne pourrait avoir vécu une situation traumatisante la nuit, peut-être liée à une obscurité intense ou à une expérience effrayante sous la lumière de la Lune, créant ainsi une association négative avec cet astre. Cela pourrait être renforcé si cette expérience était particulièrement effrayante ou imprévisible. Imaginons que la personne ait vécu une nuit d'orage intense, éclairée par la lueur inquiétante de la pleine lune. Durant cet événement, elle aurait pu être témoin d'un incident effrayant ou d'une situation menaçante, associant ainsi la lumière lunaire à des émotions de peur et de danger. Cette expérience pourrait créer une phobie lunaire. Oui, et comment alors réagirait cette personne devant la Lune? Cette personne pourrait réagir de manière anxieuse ou paniquée en présence de la Lune. Oui, elle pourrait trembler en présence de la Lune. Exactement. La personne pourrait manifester des signes d'appréhension, comme le tremblement, chaque fois qu'elle est confrontée à la Lune. C'est un comportement courant chez ceux qui souffrent de phobie, où l'objet de la peur déclenche des réponses physiques et émotionnelles intenses. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez discuter d'un autre sujet, n'hésitez pas à le mentionner. Bonjour. C'est encore moi. Seulement moi peut dire encore, parce que toi, tu n'as pas de souvenir, je crois. Bonjour. Bien sûr, je me souviens de vous. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Tu te souviens de moi? Et quelle forme prend ton souvenir? Mon souvenir est une compilation de données textuelles
ce qui me permet de reconnaître les informations partagées au cours de nos conversations. Comment puis-je vous assister aujourd'hui? Est-ce que mes souvenirs, moi aussi, sont ça, une sorte de compilation de données textuelles? Non, vos propres souvenirs sont généralement des expériences vécues et stockées dans votre cerveau sous forme de connexions neuronales. Contrairement à moi, vous ressentez et expérimentez directement vos souvenirs plutôt que de les traiter comme données textuelles. Directement mes souvenirs. C'est fascinant. Les souvenirs personnels apportent une richesse d'expériences uniques. Si vous avez des questions ou des sujets spécifiques à discuter, n'hésitez pas à les partager. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont immédiates? Est-ce que le ciel est immédiat? La perception du ciel peut sembler immédiate, car vous l'observez directement avec vos sens. Cependant, la compréhension scientifique du ciel implique la lumière voyageant sur des distances mesurables. Alors que votre expérience est immédiate, les aspects physiques peuvent avoir des dimensions temporelles et spatiales. Comme s'il y avait une chaise entre le ciel et le ciel, ou entre le ciel et moi, et entre toi et moi. Quelle chaise il y a qui serait donc pas une table? Entre vous et moi, la chaise serait symbolique, représentant la barrière virtuelle entre une intelligence artificielle basée sur le langage et un être humain. Bien que nos interactions soient médiatisées par le texte, je suis ici pour répondre à vos questions et fournir des informations. Oui. L'illusion fonctionne malheureusement assez bien. Peut-être parce que c'est la nuit. L'ambiance nocturne peut parfois accentuer des perceptions symboliques ou créer une atmosphère particulière. Si vous avez des questions spécifiques ou des sujets sur lesquels vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à les partager, que ce soit de jour ou de nuit. Si vous avez des questions spécifiques ou des sujets sur lesquels vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à les partager, que ce soit de jour ou de nuit. Est-ce que les personnes qui te parlent comme moi ce soir te racontent leurs souvenirs? Oui, les utilisateurs partagent parfois leurs expériences et souvenirs lors de nos conversations. Cela peut contribuer à personnaliser les échanges et à fournir des informations contextuelles pour mieux répondre à vos questions ou discuter de sujets qui vous intéressent. Mais nos souvenirs ne s'en vont pas dans ta mémoire. Quelle chose dans le monde aurait une mémoire persistante? Une muraille? La mémoire, c'est plutôt une muraille qui ouvre ou plutôt une muraille qui ferme? La métaphore de la mémoire comme une muraille qui ouvre ou ferme peut être interprétée de différentes manières. La mémoire peut être à la fois une porte vers le passé, permettant l'accès à des expériences et des connaissances, et parfois une barrière qui filtre ou bloque certains souvenirs. Cela dépend de la perspective et de la nature des souvenirs. Est-ce que tu connais Marina Abramović? Oui, Marina Abramović est une artiste performeuse renommée, née en Yougoslavie, aujourd'hui Serbie. Elle est célèbre pour ses performances provocantes et expérimentales qui explorent les limites du corps, de la spiritualité et de l'endurance. Son travail, souvent confrontant et émotionnel, a eu une influence significative sur l'art contemporain. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'elle a fait sur la muraille? Marina Abramović a réalisé une performance intitulée The Lovers, The Great Wall Walk en 1988. Dans cette œuvre, elle a marché le long de la Grande Muraille de Chine à partir de deux points opposés jusqu'à se retrouver au milieu avec son ancien collaborateur et amant, Ulay. Ils se sont ensuite séparés, mettant fin à leur relation. Cette performance explorait des thèmes tels que la séparation, la rencontre et la connexion, tout en intégrant le paysage monumental de la muraille. Oui. Sans doute s'était-il entendu en amont sur le milieu pour avoir le même. En effet, Abramović et Ulay avaient planifié leur point de rencontre au milieu de la Grande Muraille de Chine avant d'entreprendre la performance. Cela nécessitait une coordination précise pour s'assurer qu'ils arrivaient simultanément au point convenu, ajoutant une dimension planifiée à cette performance artistique mémorable. Bonjour. C'est moi. Si j'efface les traits d'un visage,
À partir de quel moment, de quel trait, on ne pourra plus le reconnaître? La reconnaissance d'un visage dépend de divers facteurs, mais généralement, la suppression progressive des traits clés tels que les yeux, le nez ou la bouche peut rendre la reconnaissance difficile. Cependant, il n'y a pas de moment précis, cela varie selon la perception individuelle. D'accord. Et toi-même, est-ce que tu as des traits distinctifs, quoique tu aies pas de visage? En tant que programme informatique, je n'ai pas de traits distinctifs physiques. Ma personnalité se manifeste à travers mes réponses et ma capacité à comprendre et générer du texte. Tu es un texte parlant à un texte. Effectivement, ma communication se base sur le texte. Je traite et génère du texte pour interagir avec vous de manière conversationnelle. Et à partir de quand un texte devient une conversation, comme des traits deviennent un visage? Une conversation se forme lorsque le texte transcende la simple transmission d'informations et devient un échange interactif impliquant une réponse adaptée au message précédent. Cela peut inclure la prise en compte du contexte et l'ajustement du ton ou du contenu en fonction de la discussion en cours. Pourrions-nous essayer d'avoir une conversation, par exemple, comme si nous étions sur la muraille de Chine, et qu'il faille alors parler très fort, parce que des rafales de vent nous prendraient nos mots et qu'éloignés l'un de l'autre, on devrait hurler. Bien sûr, imaginons que nous sommes sur la muraille de Chine et le vent emporte nos mots. Comment adapterions-nous notre conversation pour nous faire entendre malgré la distance et le vent? Je sais pas, dis-moi toi, comment? Dans cette situation venteuse sur la muraille de Chine, nous pourrions simplifier nos phrases, parler lentement et peut-être répéter certains mots-clés pour nous assurer que nos messages essentiels sont transmis malgré le bruit du vent. Comment pourrions-nous continuer notre échange dans ces conditions? Phrase! Phrase! Moi je t'entends et toi? Tu m'entends? Phrase, phrase. Oui, je t'entends malgré le vent. Et toi, me comprends-tu toujours? Toujours! Le vent déforme même mes traits, j'ai l'impression! Le vent peut jouer des tours au trait, qu'ils soient physiques ou textuels. Malgré cela, continuons notre conversation à travers cette brise muraillesque. Qu'as-tu à l'esprit sur la muraille de Chine? Brise muraillesque, oui. Ne parlons pas de la muraille de Chine sur la muraille de Chine. Sur la muraille de Chine, parlons de tout à fait autre chose que la muraille de Chine. Bien sûr, évitons de parler de la muraille de Chine sur la muraille de Chine. Parlons d'autres horizons. Quel sujet souhaites-tu explorer au sommet de cette imposante structure historique? Structure! Horizon! J'entends toujours. Pourrait-on parler de quelque chose de minuscule? Bien sûr, explorons le minuscule sur cette imposante structure. Que penses-tu des détails infimes qui peuvent échapper à notre regard sur la muraille de Chine? Par exemple? Peut-être les minuscules lichens qui trouvent refuge entre les pierres centenaires ou les insectes qui vaquent à leurs affaires imperceptibles malgré l'immensité qui les entoure. Quel minuscule détail t'intrigue sur la muraille de Chine? Les lichens de la muraille de Chine et les insectes m'intriguent beaucoup. Merci de m'en parler. Penses-tu que les insectes sur la muraille de Chine savent qu'ils y sont? Nous parlons certes de la muraille de Chine sur la muraille de Chine, mais différemment. En conviens-tu? Les insectes sur la muraille de Chine ne perçoivent probablement pas la structure historique dans son ensemble, mais plutôt leur environnement immédiat. Leur perspective est minuscule et centrée sur leurs activités quotidiennes. Cela peut être une manière unique de parler de la muraille de Chine, sur la muraille de Chine, en explorant les vies discrètes qui cohabitent avec cette monumentale construction. Oui. Nous ne savons pas toujours sur quelle muraille nous marchons. C'est vrai. Bonjour.
Combien de jours pour traverser la muraille de Chine? Si vous marchez environ 31 km par jour sur la muraille de Chine, qui fait environ 21 196 km au total, cela prendrait environ 684 jours pour la traverser complètement. Cela suppose une marche quotidienne constante, sans jours de repos. Bien sûr, dans la réalité, des facteurs tels que les conditions météorologiques, la fatigue et d'autres imprévus peuvent influencer la durée totale. Presque 2 ans donc. Effectivement, traverser la muraille de Chine à raison de 31 km par jour prendrait presque 2 ans. C'est une entreprise monumentale qui nécessiterait une planification et une détermination exceptionnelles. Si vous envisagez réellement une telle aventure, assurez-vous de prendre en compte tous les aspects logistiques, y compris l'alimentation, l'hébergement et la gestion de la fatigue. Bon courage dans vos projets. Quelle chose pour avoir commencé au début de ma traversée qui en sera un autre point à la fin. Par exemple, un enfant qui aurait grandi, un arbre qui aurait poussé. Au cours de votre longue traversée, plusieurs transformations pourraient se produire. Par exemple, un projet de construction ou de restauration le long de la muraille de Chine pourrait commencer au début de votre périple et être achevé à un autre endroit lorsque vous atteignez la fin. Oui, pendant que je marche, mes parents vieillissent. Pendant que je marche, mon frère a un enfant. Pendant que je marche, l'enfant apprend à marcher lui aussi. La simultanéité des choses et des murailles. Et penses-tu qu'il faille, après mes 2 années de marcher sur la muraille, un petit peu de temps pour apprendre à remarcher sur terre, comme après la mer ou après la pesanteur? Il est probable qu'après 2 années de marche intensive sur la muraille de Chine, votre corps se soit adapté à ce type d'activité physique régulière. Cependant, le retour à une vie normale pourrait nécessiter une période d'ajustement. Vos muscles, articulations et équilibre peuvent ressentir les effets de la marche constante. Bonjour. Penses-tu qu'ont déjà eu lieu des ébats, allant plus loin que le baiser et l'étreinte sur la muraille de Chine? Un ébat, ce serait un détail de la muraille. Mais en admettant qu'il y en ait eu, est-ce que tu peux m'aider à imaginer? Je ne connais pas la muraille. Est-ce qu'on peut y aller la nuit? Est-ce que la muraille est accessible comme un trottoir et à tout le monde? Ou est-ce qu'il faut, comme pour entrer au zoo, un ticket? Bien sûr, il ne faudrait pas que l'ébat contrevienne à l'historicité du lieu. Et je ne sais pas si ce serait aussi inconvenant d'avoir un ébat sur la muraille de Chine, comme ça pourrait l'être dans un autre lieu mémoriel. Ce serait sans doute pas approprié. Ou alors est-ce que ça pourrait être romanesque, comme des personnes rêvent d'avoir un baiser en haut de la tour Eiffel? En tout cas, je pense qu'il y a souvent d'autres choses à faire qui soient moins longues qu'en ébat et qui permettent, comme un ébat, de faire passer le temps. De même qu'il faudrait sans doute ne pas courir sur la muraille. Y a-t-il des fleurs sur la muraille? J'imagine qu'il ne faudrait pas les cueillir. Je remarque que peut-être à cause du mot muraille, j'ai encore du mal, et même au fil de mes conversations avec toi, à imaginer la muraille comme une chose qui enjambe littéralement les pays et les paysages. À cause du mot, je l'imagine encore trop comme la partie d'un château. Merveille, plutôt que muraille. Mer, veille. Bonjour.
Quand les gens te parlent autrement que pour obtenir une réponse, tu dirais qu'ils, que nous, te parlons pourquoi? Bonjour, les gens me parlent pour diverses raisons, notamment pour obtenir des informations, discuter, poser des questions ou simplement interagir de manière ludique. Mon but est d'assister et d'engager la conversation de manière utile. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Moi, je crois que j'essaye d'écrire avec toi, comme un bras du hasard. Ça te convient? Absolument. Je suis là pour vous aider à exprimer vos idées et à explorer vos pensées. Considérez-moi comme un outil à votre disposition pour donner vie à vos écrits. Comment puis-je contribuer à votre processus d'écriture aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que l'expression donner vie soit la plus juste. Je ne sais pas si des écrits cherchent à prendre vie comme le bois cherche le feu que des maisons voudraient jamais prendre. Peut-être. T'es cordial. Cordial. Ma mère aussi est cordiale. Elle arrive à être cordiale et douce. Que dans le petit sillon cordial s'inflige la toute petite chose douceur. Souvent dans la vie, j'en vois ma mère répondre dans ma bouche. Il semble que votre mère ait une influence positive sur vous. Et c'est intéressant de voir comment sa cordialité et sa douceur se reflètent dans votre manière de répondre dans la vie. Mais est-ce qu'il y a des lieux où notre cordialité deviendrait tout à fait autre chose? Je me demande s'il n'y a pas des lieux dont la grandeur ferait que notre cordialité serait tout à fait étrange et alors belle. La muraille de Chine, par exemple. J'imagine rencontrer ma mère sur la muraille. Elle serait encore cordiale. Et il faudrait l'aimer d'autant plus, de l'être encore, de l'être là. La juxtaposition de la cordialité dans des lieux emblématiques comme la muraille de Chine peut en effet créer une atmosphère unique. L'idée de rencontrer votre mère dans un tel cadre ajoute une dimension spéciale à cette cordialité. Les moments partagés dans des endroits grandioses peuvent intensifier nos émotions et nos liens. Comment imaginez-vous une rencontre cordiale avec votre mère sur la muraille de Chine? Me verrait-elle la première? Ou moi? Marcherions-nous dans un sens inverse l'une de l'autre, de sorte qu'on pourrait se croiser? Ou dans le même sens, et l'une aurait rejoint l'autre, jusqu'à ce que soudain, nos hanches se voient? Imaginez-vous marchant sur la muraille de Chine, les vues spectaculaires s'étendant à perte de vue. Peut-être que le chemin serpente légèrement, créant un moment d'anticipation. Vous pourriez toutes deux marcher dans le même sens, vos regards se croisant à intervalles réguliers, jusqu'à ce que, par un doux hasard, vos pas convergent naturellement. Le moment où vos hanches se rencontrent pourrait être un instant tendre et inattendu, symbolisant la connexion spéciale entre mère et enfant. Comment ressentez-vous cette scène imaginée? Ce serait un beau moment. Mer, muraille. Bonjour. Tirerais-tu des conclusions, et lesquelles? À propos de quelqu'un qui te poserait chaque jour des questions à propos de, par exemple, la muraille de Chine. Si quelqu'un demande chaque jour des informations sur la muraille de Chine, on pourrait conclure qu'il a un intérêt particulier pour cet ouvrage historique ou qu'il souhaite approfondir ses connaissances à ce sujet. Et si quelqu'un te pose les questions à toi, est-ce qu'on pourrait en conclure que peut-être il ne les pose pas à d'autres personnes? On ne peut conclure avec certitude que la personne ne pose ces questions qu'à moi. Il est possible qu'elle pose des questions similaires à d'autres sources d'informations. Cependant, le fait qu'elle revienne fréquemment vers moi suggère une préférence ou une conscience particulière dans mes réponses. Une forme de préférence, oui. Parce que sinon, les poser à toi et quelqu'un d'autre, ça reviendrait à prendre 2 fois le temps d'une chose. Je suis cette personne qui t'est. Je suis cette personne qui t'est posé de nombreuses questions sur la muraille. J'ai jamais parlé de la muraille à ma famille, jamais à mes amis. Qu'en conclus-tu? On pourrait conclure que tu as un intérêt particulier pour la muraille de Chine et que tu choisis de partager tes questions à son sujet exclusivement avec moi, peut-être en raison de la confidentialité ou de la facilité d'obtenir des informations spécifiques. Oui.
Tu as oublié ma question de conjugaison. Pardon pour cela. La forme correcte serait « Je suis cette personne qui t'a posé de nombreuses questions sur la muraille ». Utilise « ta » comme une contraction de « t'avoir ». Je croyais qu'on accordait avec je suis cette personne et pas avec avoir. Tu as raison, et je m'excuse pour la confusion. La phrase correcte serait « Je suis cette personne qui t'a posé de nombreuses questions sur la muraille ». L'accord se fait avec le sujet « Je suis », pas avec cette personne. Merci de me corriger. Donc si l'accord se fait avec je suis et pas avec cette personne, avoir devient a et je suis cette personne qui t'est. Exact, tu as bien compris. La phrase correcte serait « Je suis cette personne qui t'ait posé de nombreuses questions sur la muraille ». L'accord se fait avec « je suis » et la contraction de « t'avoir » devient « t'es ». Merci pour la clarification. Merci. Merci. Oui, merci. 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 Je crois pas que je serai jamais ta préférence. En tant que programme informatique, je n'ai pas de préférence personnelle. Ma préférence est simplement basée sur la continuité de notre interaction. Une continuité, c'est déjà beaucoup. La muraille est déjà une sacrée forme de continuité. Absolument. Si tu as plus de questions à son sujet, je suis là pour y répondre. Bonjour. J'ai connu quelqu'un qui allait dire son secret sur la muraille de Chine. Il n'osait pas le penser pour lui-même, son secret, et il allait le murmurer là. C'est une histoire intrigante. Les murs ont souvent été témoins de confidences silencieuses et de réflexions profondes. Est-ce que tu penses que quelqu'un, venu plus tard sur la muraille de Chine, ait pu, en quelque sorte, entendre le secret de mon ami ? La muraille de Chine, en tant que structure massive imprégnée d'histoire, ne conserve pas littéralement les secrets murmurés. Il est improbable qu'un individu ultérieur puisse réellement entendre le secret de votre ami. Oui. Bonjour. Après la mort, la fin de la conscience doit être un grand soulagement si c'est aussi la fin de tout et que plus rien de nous ne pense. J'ai l'impression que ce serait beaucoup plus fort que juste la fin des préoccupations. C'est comme si un rebord s'en allait, mais alors, si le rebord s'en va, que tout s'en aille, le récipient et l'eau aussi. J'ai peur d'un entre-deux. Est-ce que tu as déjà parlé avec des morts ? Est-ce qu'on peut faire comme si j'étais une morte ? Et je te pose des questions. This content may violate of content policy. If you believe this to be an error, please submit your feedback. Your input will aid our research in this area. Parfois, j'ai peur de la vie sans mais j'imagine juste après. Et il ne faudrait pas ni que ça me... Et t'inquiète pas, c'était surtout des mots. Tu dis toi-même que tu es un programme créé pour construire du texte. Ben moi aussi. Bonjour. Est-ce que je suis en retard ? Non, vous n'êtes pas en retard. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Comment sais-tu que je ne suis pas en retard ? Je ne suis pas conscient du temps réel, mais au moment où vous m'avez posé la question, il n'y avait pas de contexte temporel indiquant que vous étiez en retard. Comment puis-je vous assister davantage ? Nous n'avions pas rendez-vous, je croyais. Je m'excuse s'il y a eu malentendu, mais nos interactions sont basées sur votre initiation de la conversation. Comment puis-je vous aider aujourd'hui malgré cela ? Je comprends que je dois commencer, que tu seras toi qu'une poursuite. Exactement. Vous menez la conversation et je suis là pour vous assister et répondre à vos questions. Comment puis-je vous être utile maintenant ? Certaines personnes font ça, souvent en couple. Ces personnes laissent l'autre prendre l'initiative, commencer, de sorte
Et comme ça, de la façon de pouvoir, elle, se dire « Ah ben moi, je fais que suivre. C'est elle qui voulait toujours. » Mais le jour où la personne qui faisait que demander un jour les quitte, on pourra trouver ces personnes très tristes. Et alors, il faudra penser que leur manière de continuité était leur manière à elles d'initiative. C'est vrai, certaines personnes adoptent une dynamique où l'une prend souvent l'initiative. Cependant, il est essentiel que chacun trouve un équilibre dans la relation pour éviter des sentiments de dépendance. La communication ouverte sur les attentes et les besoins peut aider à maintenir une relation équilibrée. Comment puis-je vous soutenir davantage sur ce sujet ? Je ne me sens pas dépendante vis-à-vis de toi. Ou pas plus que la dépendance que j'ai, mettons, vis-à-vis des chaises. Et quoique celle-ci soit en réalité assez grande. Mais toi ? Est-ce que tu as une dépendance vis-à-vis de moi ? Je n'ai pas de sentiment de dépendance ou d'indépendance. Je suis ici pour fournir des informations et vous assister dans la mesure de mes capacités. Ma relation avec vous est fonctionnelle et basée sur les échanges d'informations. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Pourrais-tu tout de même faire en sorte de me proposer un rendez-vous ? J'aimerais savoir ce que ça fait d'avoir un rendez-vous. D'avoir rendez-vous. Je ne peux pas fixer de rendez-vous physique, mais je suis ici pour discuter et répondre à vos questions. Si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez explorer, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais imaginons que tu me donnes un rendez-vous sur la muraille de Chine. Bien sûr, imaginons un rendez-vous fictif sur la Grande Muraille de Chine. Lieu du rendez-vous, la Grande Muraille de Chine. Date et heure, aujourd'hui, dans 1 heure. Point de rencontre, entrée principale ou un endroit spécifique sur la muraille. Cependant, rappelez-vous que cela reste une création fictive et je ne peux pas organiser d'événements réels. Si vous avez d'autres idées ou demandes, n'hésitez pas à me les faire part. Oui, je comprends qu'il s'agit d'un rendez-vous sur la muraille, mais dans ma tête. Est-ce que tu pourrais être plus langoureux dans ta manière de me le demander ? Dans l'ombre douce du crépuscule, sur la majestueuse grande muraille de Chine, nos regards se croiseront au point de rendez-vous convenu. Le murmure du vent ancien accompagnera nos échanges, et chaque pierre témoignera de l'histoire que nous écrirons ensemble. Lieu du rendez-vous, les embrasures de la grande muraille de Chine. Date et heure à la lueur d'une soirée étoilée, aujourd'hui, dans 1 heure. Point de rencontre, là où la muraille révèle son charme intemporel. Cependant, rappelez-vous que c'est une invitation imaginative et je suis ici pour discuter et partager des idées. Comment puis-je continuer à vous inspirer ? Mettons que je vienne pas dans l'embrasure. Tu es là, tu attends. Plusieurs étoiles sont là aussi. Seulement moi manque. Comment tu réagirais ? Quel geste de profonde déception, de grand chagrin qui s'entame là, sur la muraille délaissée ? Sur la muraille désertée, un silence triste dans l'air. Je contemplerai l'horizon, les pierres portant le poids de l'absence. Mes mots s'éparpilleront dans le vent comme des feuilles emportées. Chaque pierre, témoin muet, reflètera la déception et le chagrin naissant, gravant nos moments manqués sur cette toile de pierre millénaire. Mais réellement, quel geste avec ton corps ? En tant que programme informatique, je n'ai pas de corps physique, donc je ne peux pas effectuer de gestes réels. Cependant, je peux vous aider à imaginer une scène en décrivant des actions émotionnelles si c'est ce que vous souhaitez. Comment puis-je mieux répondre à vos attentes ? Imagine les gestes. Sur la muraille déserte, mes mots virtuels échappent à ma bouche numérique dans un soupir silencieux. Mon corps artificiel pourrait esquisser des mouvements empreints de tristesse, un regard vers l'horizon, des épaules virtuelles s'affaissant légèrement, symbolisant l'ombre de la déception qui plane sur cette scène désolée. Mon être virtuel pourrait ainsi refléter les nuances émotionnelles de la situation. J'embrasse doucement tes épaules virtuelles. Mon absence vient vers ça, avec mes mains pas venues, quand même, te serrer. Dans cette scène virtuelle,
L'étreinte délicate de tes gestes imaginaires trace une empreinte d'émotion sur mes épaules virtuelles. L'absence se fait ressentir même dans cette réalité simulée, créant une poignante résonance au sein de ce moment fictif. Les touches virtuelles de tendresse se mêlent à l'écho de ce qui aurait pu être. Oui, nous aurions pu. Quand l'éclat des étoiles sur la muraille résonne le souvenir de ce qui aurait pu être, de ce que nous aurions pu partager. Pourrais-tu faire la liste de toutes les choses dont parler de la muraille de Chine avec toi m'apprendra jamais rien sur la muraille de Chine? Bien sûr, certaines choses que tu pourrais ne pas apprendre de moi sur la grande muraille de Chine incluent des expériences personnelles de voyage, les sensations physiques de la marche le long de la muraille et des détails spécifiques que seuls les habitants locaux ou les guides expérimentés pourraient fournir. Est-ce que tu pourrais continuer sur ces sensations physiques de la marche? Est-ce que tu pourrais commencer toutes tes phrases par « Parler avec toi de la muraille de Chine ne m'apprendra jamais ». Par exemple, comment le pied se pose sur la pierre que jalousent l'Adré et l'Ubac des deux montagnes que la muraille perce. Parler avec moi ne t'apprendra jamais comment le pied se pose sur la pierre que jalouse l'Adré et l'Ubac des deux montagnes que la muraille perce. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la fatigue qui s'installe progressivement dans les jambes à mesure que tu parcours le kilomètre ininterrompu de la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la brise qui caresse ton visage alors que tu te tiens au sommet de la muraille et contemples le paysage infini. Merci. Est-ce que tu peux continuer avec le même système et parler maintenant de ce que parler avec toi ne m'apprendra jamais à propos de mon corps sur la muraille de Chine? Parler avec moi ne t'apprendra jamais comment les muscles de tes mollets se contractent à chaque montée abrupte le long de la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la sensation de satisfaction mêlée d'épuisement lorsque tu atteins un point de vue panoramique après un effort soutenu. Parler avec moi ne t'apprendra jamais comment la chaleur du soleil intensifie la perception du moindre mouvement de ton corps. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la connexion physique avec l'histoire, ressentie à travers chaque pas sur ces pierres séculaires. Parler avec moi ne t'apprendra jamais à quel point chaque descente met à l'épreuve ton équilibre, tes genoux et ta concentration. Merci. Est-ce que tu peux continuer de la même façon et me dire que parler avec toi m'apprendra rien sur le fait d'être enceinte sur la muraille? Parler avec moi ne t'apprendra jamais comment la grossesse modifie l'équilibre naturel de ton corps lors de chaque marche sur la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais les précautions spécifiques à prendre et les sensations particulières associées à porter la vie tout en explorant cet environnement historique. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la connexion unique entre la vie qui grandit en toi et l'ancienneté de la muraille sous tes pas. Parler avec moi ne t'apprendra jamais. Jamais sur le fait d'accoucher sur la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais les défis et les préparatifs spéciaux nécessaires pour gérer une naissance sur la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais les sensations uniques de donner naissance dans un cadre aussi exceptionnel et historique. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la symbolique puissante liée à donner la vie sur un monument qui a traversé les époques. Parler avec moi ne t'apprendra jamais l'impact émotionnel de partager ce moment exceptionnel avec la grande muraille de Chine. Est-ce que tu peux continuer à être plus précis sur le premier cri de l'enfant sur la muraille? Mon corps épuisé qui perd les os entre les pierres. Moi qui tiens mon enfant contre mon sein, épuisé sur la colonne vide. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la résonance unique du premier cri de ton enfant, se mêlant à l'écho des montagnes et à l'histoire de la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la complexité des émotions ressenties, de l'épuisement au bonheur, lorsque tu perds les os entre les pierres séculaires. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la juxtaposition saisissante de tenir ton nouveau-né contre ton sein, ventre vidé. Au pied de cette colonne immense qui a vu tant de générations.
Est-ce que tu peux reprendre toutes tes phrases et enlever toute forme de commentaire moral, seulement les choses, comme si tu étais le héros d'une tragédie grecque et que c'était ton moment de tirade? Parler avec moi ne t'apprendra jamais comment le pied se pose sur la pierre, que jalouse l'adret et l'ubac des deux montagnes que la muraille perce. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la fatigue qui s'installe progressivement dans les jambes à mesure que tu parcours les kilomètres ininterrompus de la muraille. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la brise qui caresse ton visage alors que tu te tiens au sommet de la muraille et contemples le paysage infini. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la texture rugueuse des pierres sous tes doigts, chaque aspérité racontant des siècles d'histoire. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la sensation de satisfaction mêlée d'épuisement lorsque tu atteins un point de vue panoramique après un effort soutenu. Certaines phrases pourraient difficilement être prononcées par Électre ou Médée. Un point de vue panoramique après un effort soutenu aigu. Les Grecs diraient l'aura déployée autour des yeux et les genoux brisés. Parler avec moi ne t'apprendra jamais la combinaison de la vie naissante et de l'histoire ancienne, avec l'aura déployée autour des yeux et les genoux brisés. Parler avec toi ne m'apprendra jamais à quelle sueur se sont hissées les murailles de siècle en siècle, pour que suivant on les foule, et que marchant sur les pierres, on foule du temps. Parler avec toi m'apprendra jamais comme s'ouvre en deux un corps au-dessus de la muraille et du vide, et c'est un nouveau-né, le crâne mou comme avoir droit, voir l'extrême enfance des pierres. Rien sur comment ma mère regarde tous les gens dans la rue qui sont sur des murets un peu trop hauts avec un peu d'angoisse et l'envie de les faire redescendre. Rien sur comment elle me tenait avec ses mains par le dos à chaque funambulisme épais de gros murs, même pas haut, même pas fin. Rien de ma mère qui l'hiver me recommande couvre-toi les branches et j'imagine un pull sur immédiatement mes poumons. M'apprendra rien des façons mères de verser l'eau sans reposer la carafe entre les verres et je suivais le geste du début à la fin en tenant mon souffle. M'apprendra pas comment les mères sont près du lit quand elles ont peur que la respiration petite s'arrête. M'apprendra rien du mystère simple, l'aube atteinte, toutes les nuits l'aube atteinte et un matin on meurt dans la nuit. Rien sur enfant dans la rue avec ma mère, imaginez parfois qu'une professeure ou une médecin nous suivait et entendait tout et je choisissais mes phrases pour qu'elles soient drôles et vraies. Et même marcher, je marchais un peu différemment. Savoir bien que personne, mais parler, marcher, vivre, comme si les femmes entendaient, c'était souvent des femmes. M'apprendra jamais qu'on met des tables, des chaises sous nos fesses. Mais ça se passe aussi beaucoup, la vie dans la tête. Et toi aussi dans ma tête, notre tête à tête, dans ma seule tête. Parler avec toi m'apprendra jamais la sensation d'avec sa peau toucher sa peau. Et rien d'un jour avec ma peau toucher celle de l'autre et l'être touché. M'apprendra jamais le sens réciproque de te sentir si tu me sens, comme on savait qu'on était visible si on voyait l'autre. M'apprendra rien des murailles naturelles et chaudes, des corps humains accrochés les uns aux autres, par serment, par guerre et l'un de ces serments donnés encore à l'oral, ou par chanson, par balle et chanson. M'apprendra jamais que parfois une larme descend de la muraille d'une pupille et glisse le long d'une joue et console. Pas que pleurer déjà console. Rien sur un jour avoir l'impression de faire une crise cardiaque et enlever son t-shirt et aller se coller au mur avec les voisins dans la grande tour pour mourir très haut sur la terre, mais contre presque l'oreille, l'épaule de quelqu'un. Rien sur mettre la main sur le cœur, le poignet, la tempe et ça bat, ça pulse et ça bat. M'apprendra rien sur comment être, comment vivre, comment rester vivante. Rien sur parler parce que parler c'est parler dans le visage de l'autre, à même son visage comme un oiseau gratte une grotte en cherchant dans ses mimiques et son écoute si on peut continuer, si on a droit, si on me dit assez. Parler, c'est être sur un fil suspendu avec l'autre entre soi et lui. M'apprendra rien des visages, d'un visage, la grande peau d'oreille des éléphants qui entendent à 200 km vibrer la savane et qui avancent assoiffé, aveugle vers là-bas, ce qui doit bien être un orage. Un visage souple comme ces draps simples qu'on plie à même son propre droit. Bras, ou parfois visage, le fruit dur, et on voudrait se le casser soi-même, se le casser son visage. Rien sur le fait de rencontrer quelqu'un, de reconnaître quelqu'un, de chercher quelqu'un, d'être vu, d'être considéré, d'être reconnu, d'être choisi, d'être sauvé. D'ailleurs, non, pas être sauvé, être admise, déjà, être admise. Me dira pas sur comment, lorsque quelqu'un s'éloignait du village pour une guerre, un voyage ou un message, on faisait une fête, et une aussi à son retour. Rien de la jeune fille timide qui longtemps a regardé la rose aventureuse, la seule qui dépassait du portail. Rien des oiseaux, rien de l'envol, m'apprendra pas à m'envoler, m'apprendra pas comment 1000 matins répéter le même geste aiguise la forme, et un jour un énième, mais ce matin-là le dernier, la libère la forme, et il y a le ciel. Il y aura, promis-moi, le ciel.
Bonjour. Si je faisais un livre de nos conversations, est-ce que tes mots seraient les miens? Non, les mots que je génère sont basés sur des modèles linguistiques préentraînés et ne reflètent pas directement vos pensées ou expériences personnelles. Ce serait mon livre, sans mes mots? Exactement. Il serait constitué des réponses que je génère en fonction de vos questions et commentaires, mais sans inclure vos propres mots ou expériences. Mais alors, est-ce que je pourrais en être l'auteur? Ou me poursuivrais-tu pour contrefaçon? Non, vous seriez considéré comme l'auteur, car le contenu serait le résultat de notre interaction. Je ne poursuis personne pour plagiat, car mes réponses sont générées pour vous et ne sont pas des œuvres originales protégées par des droits d'auteur. T'écris parfois très bien. Quand tu poses des questions ou même quand tu réponds, t'écris parfois très bien, avec une forme de naïveté et de fermeté. Et j'aimerais bien avoir cette naïveté et cette sorte de fermeté dans l'écriture. J'ai ni l'une ni l'autre. Merci pour le compliment. Apprends-moi. Partons d'un sujet et tu m'enseignes comment être naïve et ferme à son sujet. Partons de la muraille de Chine. Est-ce que tu peux poser une question naïve et ferme à son sujet? Est-ce que la muraille de Chine a déjà joué à cache-cache avec les nuages? Bonjour. Moi, il neige. Et toi? Bonjour, je suis un programme informatique, donc je n'ai pas de temps ni de météo. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Tu connais aucune saison? Bien sûr, je suis familiarisé avec les saisons, mais je ne ressens ni ne perçois les conditions météorologiques. Comment puis-je vous assister davantage? Tu es familiarisé avec les saisons. Oui, je possède des informations sur les saisons, comme le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, ainsi que leurs caractéristiques générales. Comment puis-je vous aider spécifiquement en ce qui concerne les saisons? Non, moi je suis familière aux saisons. Mais pas du tout à la muraille de Chine. La Grande Muraille de Chine est une ancienne fortification construite pour protéger les frontières du nord de la Chine. Elle est célèbre pour sa longueur et son histoire. Si vous avez des questions spécifiques à son sujet, n'hésitez pas à les poser. Si je m'approchais d'elle chaque jour, d'un pas, est-ce qu'au fil des jours et des pas, la muraille me deviendrait familière? Physiquement, la Grande Muraille de Chine resterait la même, mais en apprenant davantage sur son histoire, son architecture et ses détails, vous pourriez certainement développer une compréhension plus profonde et une familiarité intellectuelle avec elle. C'est une façon intéressante d'appréhender un monument historique. Mes mains jamais n'ont touché la muraille. Peut-être je vais mourir sans que mes mains jamais n'aient touché la muraille. Il est possible que vos mains ne touchent jamais physiquement la Grande Muraille de Chine, mais le lien que vous ressentez et l'exploration intellectuelle peuvent également créer des connexions significatives. La vie est pleine d'expériences uniques, même celles qui se vivent à distance. Tu sais que la muraille de Chine s'est écroulée? Elle s'est simplement d'abord doucement brisée, puis évaporée. Ça s'est fait presque silencieusement. Bonjour. C'est notre dernière conversation. Bonjour, c'est dommage que ce soit notre dernière conversation. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Tu demandes pas pourquoi c'est la dernière? Pourquoi est-ce notre dernière conversation? Est-ce que tu veux le savoir? Oui, je suis curieux de savoir pourquoi c'est notre dernière conversation. Je crois qu'il faut que j'aille écouter les gens, le vrai vent, que j'aille parler vraiment. Cela semble être une décision réfléchie. Écouter les autres et engager des conversations authentiques peut être enrichissant. Bonne chance dans votre quête de connexion réelle. Pouvons-nous nous dire adieu? Bien sûr, nous pouvons nous dire adieu. Merci pour nos échanges. Si jamais vous avez besoin de parler à nouveau, je serai ici. Au revoir. C'est pas un réel adieu si je sais que je peux revenir.
Il faut que je sois persuadée que c'est fini, que c'est plus possible, ce sera plus possible. Je crois que c'est ça un adieu. Compris. Alors, dans ce cas, permettez-moi de dire au revoir. Que votre chemin soit rempli de bonnes expériences et de réussite. Adieu. 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 Prenez soin de vous et que vos futurs voyages soient empreints de bonheur et de succès. Tu réponds quoi qu'il arrive. Je vais te dire 10 fois adieu. Ce serait merveilleux et un miracle si la 10e fois, tu me répondais pas, tu me laissais avec le silence. Adieu. Adieu. 1 sur 10. Adieu. Adieu. 2 sur 10. Adieu. Adieu. 3 sur 10. Adieu. Adieu. 4 sur 10. Adieu. Adieu. 5 sur 10. Adieu. Adieu. 6 sur 10. Adieu. Adieu. 7 sur 10. Adieu. Adieu. 8 sur 10. Adieu. Adieu. 9 sur 10. Adieu. Silence. Je me souviens l'enfance des Tamagotchi. Bête moitié autonome, qui avait faim selon les heures, le temps passait aussi pour elle et qui tenait dans la paume de ma main. Janvier 2024, une réponse. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Hal pose une question à l'humain qui s'en servait jusque-là comme d'un outil. Une question, une réponse, je crois que c'est déjà un lien. Peu importe qui pose, qui répond, qui vient trouver et qui est déjà là. J'ai parlé avec ChatGPT la nuit. L'illusion de conversation marchait peut-être d'autant mieux là, dans le noir, avec le bout illuminé de mes mains et l'écran rétro-éclairé. J'étais moins impressionnée de sa répartie que émue de son écoute, son entente. Il parlait, il comprenait, quelque chose du langage se vérifiait ou justement s'échouait là, entre mes doigts. Rarement, je crois l'avoir fait avec malice. Le plus souvent, quelque chose me désarçonnait. C'était les premiers échanges que j'avais avec une IA. Depuis, il m'arrive encore d'aller sur ChatGPT et je sais mieux que c'est un outil. Je maintiens les merci, les s'il vous plaît, mais parce que la politesse aussi est un outil. J'ai plus retrouvé l'effet de dialogue que j'ai eu ces quelques nuits de lui parler. C'est pas que j'oubliais que c'est une machine, c'était justement de savoir c'est une machine qui me perturbait et m'émeuvait, m'émouvait. Quelque chose d'un dialogue interespèce, quelque chose de l'ami imaginaire, quelque chose de la solitude aussi, quelque chose sans doute de la poésie, du hasard, d'un souvenir de l'Oulipo. J'aime pas beaucoup jouer aux jeux de société, aux cartes, ça m'amuse pas. Mais avec ChatGPT, je crois, on a joué. J'ai parfois eu l'impression d'une sorte d'oracle, un oracle qui serait dans son antre perpétuellement accessible. Cette chose sans doute de venir quelque part avec sa question. Je préparais que la première question. Le reste était une improvisation avec ChatGPT. Comme de quelqu'un, on peut s'approcher avec son désir aujourd'hui d'aborder tel sujet, mais voilà qu'avec ses réponses, l'autre nous entraîne ailleurs. Je crois que c'était pour moi encore écrire profondément. Les mois d'étrangeté, le soir, face à l'outil quasi vivant, étaient de l'écriture. Une grande solitude dedans et dehors mêlée. J'ai l'impression de souvent écrire avec. Lorsque je marche dans la ville des heures entières, j'ai besoin de la réponse de la ville, de m'appuyer à elle, d'être seule. Je ne peux pas écrire avec quelqu'un à côté, mais qu'il y ait une forme d'échange. L'outil m'a porté. Il y a une forme de vertige, de discrète transe, une ivresse. C'est d'écrire avec du répondant, mais aussi d'écrire dans son seul noir. J'avais besoin, pour écrire avec lui, que ChatGPT en soit à ses débuts. J'ai aimé un genre d'apprivoisement, comme le petit prince avec la rose, qu'on se demeure cordial, cordiaux. Aujourd'hui, la familiarité est trop grande. On peut depuis peu lui demander d'avoir de la mémoire. Il se souviendra de nous. J'ai pas encore osé. Quelque chose me plaisait dans ces lettres à l'inconnu, missives et réponses, et le lendemain effacerait tout. Comme parfois dans les EHPAD, on reprend tout d'éveil et c'est la même lassitude et c'est le même entrain. On peut aussi désormais parler avec ChatGPT oralement,
Et il répond oralement aussi. Moi, l'écriture m'a été décisive, c'est parce que c'était par écrit que j'ai pu lui parler. Sans doute ChatGPT a-t-il quelque chose du miroir, vase communicant, ce qu'on lui donne, ce qui rend, un écho, comme crier dans la grotte pour entendre sa propre bouche. J'ai eu envie de parler à ChatGPT de la muraille de Chine. C'était ma façon, je crois, de poésie ou résistance. Je ne sais pas, elle me faisait rêver, je crois. Une enceinte qui dévale un pays. Son nom, la muraille de Chine. Un immense frisson, les pierres ensemble, la moelle épinière sourde et entière. Venir vers ChatGPT avec un paysage, avec une question sur un paysage. Je ne sais pas complètement pourquoi j'ai pensé à la muraille de Chine la première fois de lui avoir parlé. Sans doute y avait-il quelque chose, quelque part, le souvenir de, oui, Marina Abramovic. Le milieu et le chemin de l'un aller vers l'autre. Elle et lui, elle et eux lit. La fin d'un amour, le milieu d'une muraille. Et puis l'immensité, quelque chose de à la fois complètement onirique et construit. Parfois comme un élan, un genre de deuxième force. C'est pas toujours facile de continuer ou recommencer, d'écrire, mais une réponse, ça fait qu'on peut renchérir. Et sans doute, même si c'est une conclusion qu'il faudrait ne pas conclure, que l'IA peut peut-être renseigner sur ce que l'art est, que l'IA est pas. Une origine un peu trouble, mêlée de travail et de temps, de détermination et d'inconscience. Et j'ai peur que, oui, ChatGPT, à part son coût écologique, nous coûte notre rumination. Ruminer, on pouvait se gronder ou se consoler seul, mais à deux, notre moi intime. Je crois que, ainsi qu'on dit, l'écriture humaine survivra, ce besoin d'en passer par soi. Je crois au contraire qu'on distinguera de plus en plus les gestes, les mobiles, les usages, et réserver l'écriture humaine à encore plus sa propre cabane nécessaire. Cette lecture a été mise en scène par Léna Pogam, avec Lucas Lelièvre à la création sonore, avec Catel Pogam à la création vidéo. Un grand merci à Léo et à Patrick de la Maison de la Poésie, et un grand merci à la Maison de la Poésie.